Bonjour, ici François Tadei des productions C140KB. Bienvenue à cette autre édition de Micro.info. On amorce la saison printanière en ce 24 mars 2003 en vous présentant au cours du segment technique des logiciels de création de pages web de Macromedia, des logiciels de cartographie de Microsoft, des caméscopes numériques de Canon, Sony et Panasonic. Et je vais commencer sans plus tarder en vous présentant deux CD-ROM culturels, à savoir le Larousse de la cuisine facile et l'Encyclopédie des vins 2003. L'Encyclopédie achète des vins en est à sa 7e version. J'avais testé la 3e version il y a environ 4 ans et c'était un logiciel qui m'avait beaucoup plu à l'époque de par son contenu encyclopédique sur les vins. C'est-à-dire que vous avez une section multimédia très attrayante où on découvre par exemple les différents lieux du vin, donc les travaux de la vigne. Ensuite, on a une partie savoir-faire, connaissance, où on apprend par exemple quels sont les principes de dégustation du vin, donc qu'est-ce que c'est l'œil, le nez, la bouche, bon, au niveau du vin. On parle également beaucoup d'accords gourmands, c'est-à-dire comment bien agencer des vins avec des plats. Il y a même des recettes d'incluses à ce propos. Donc ça, c'était l'aspect multimédia qui était très intéressant dans ce contenu-là il y a 4 ans. Et maintenant, avec la version 2003, je retrouve exactement le même contenu multimédia, donc il n'y a pas eu du tout de changement. Alors, si vous avez connu cette édition-là il y a quelques années, eh bien, ça vaut pas la peine de migrer pour cette version, à moins que vous vouliez avoir le contenu des vins de France 2003, parce qu'il faut le préciser, on parle ici d'une encyclopédie, achète des vins, mais c'est des vins de France ici, parce que ça fait référence à l'encyclopédie achète des vins qui existe là-bas et qui est fait en France à chaque année sur format papier et qui regroupe environ 900 spécialistes qui vont critiquer différents vins, qui vont émettre des commentaires, des recommandations. Donc, c'est basé là-dessus. Donc, si vous pensez trouver des vins italiens, australiens, chiliens, allemands, pas du tout. C'est uniquement les vins de France. Et ce sont des vins qui sont référencés depuis une dizaine d'années. Donc, il y en a environ 70 000. Mais sur ces vins-là, il y en a que vous trouverez surtout pas à la SAQ au Québec. Et même les vins primés, les vins de la cuvée 2002 ou 2003 qui sont assez récents, la plupart, on ne les trouve pas au Québec. Peut-être la moitié, on ne les trouve pas facilement. Donc, sur ce principe-là, c'est un petit peu décevant. Quand on fait une recherche, toutefois, c'est bien fait dans l'encyclopédie parce qu'on a un système de recherche croisé où, par exemple, on va vérifier en fonction de l'appellation, de la région, du millésime, de l'élévation du prix ainsi que divers critères si un vin existe. Ensuite, combien il coûte, par exemple, en euros, et évidemment, parce que c'est un produit français, donc il faut faire tout de suite la conversion. Il y a quand même beaucoup d'informations lorsqu'on découvre un vin parce qu'on peut découvrir en fonction des régions. Alors, on va par exemple, je sais pas, dans la vallée du Rhône, on va voir les côtes du Rhône, on va vous expliquer un peu, bon, qu'est-ce que c'est cette région-là. Donc, pour l'aspect culturel, c'est bien intégré. Mais écoutez, c'est un produit qui se détaille environ 100 $. Les amateurs de vin véritables vont peut-être préférer l'investir dans quelques bonnes bouteilles de vin, dans peut-être quelques guides du vin, parce qu'évidemment, là-dedans, on a des conseils qu'on retrouve aussi dans les guides papier, qui coûtent environ 25 $ à chaque année, qui sont très bien faits, qui vont justement parler d'autres vins que les vins français. Malgré tout, il y a quand même des intérêts dans ce produit-là parce qu'on a aussi un logiciel de gestion de cave à vin. Donc, si vous êtes assez fortuné pour avoir votre propre cave à vin, vous avez un logiciel qui est intégré là-dedans. Vous avez aussi la version 2002, si on veut, des recommandations des meilleurs vins qui est disponible en version Palm et Pocket PC. Donc, vous pouvez trimballer votre Pocket PC ici et là, arriver à la SAQ et espérer que le vin qui est recommandé y s'y trouve. Évidemment, on a aussi des accords gourmands qui sont intégrés parce qu'on a mis quelques informations, mais pas toutes les informations de l'encyclopédie dans la version Pocket PC et Palm. Mais c'est quand même très bien fait. On peut même aller fixer un rendez-vous avec un producteur de vin français si on va en voyage en France à un moment donné et qu'on veut visiter ces champs. Alors, c'est possible à ce moment-là, mais ça, c'est vraiment très technique. Donc, un produit intéressant qui a peu évolué et qui est très, très, très régional. Alors, moins intéressant dans ce sens-là. Le Larousse de la cuisine facile, lui, c'est un produit assez nouveau. Qui vient avec un sac shopping pliable en passant. Et si vous demandez qu'est-ce que c'est, eh bien, en Europe, lorsque vous faites votre épicerie, les sacs en plastique ainsi que les sacs en carton coûtent de quoi? Donc, la part des gens ont des sacs de shopping qu'ils utilisent pour faire leur épicerie. Alors, petite anecdote ici. Donc, ça vient avec ça. Au Québec, si vous l'utilisez, peut-être que les gens vont vous regarder de travers, mais c'est un beau sac en passant. Donc, Larousse de la cuisine facile, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ce sont bien sûr des recettes, environ 500 recettes qui sont faciles à préparer, qui sont regroupées bien sûr selon divers critères, donc type de plat, temps de préparation, aliments utilisés.
On peut consulter la recette avec ses ingrédients, sa méthode, mais aussi la retrouver dans des idées de menu. Donc, il y a 3-4 plats qui sont agencés. On nous suggère un menu. On a des conseils de réalisation, bien entendu, pour nous aider. Si on ne sait pas comment braiser un poisson, par exemple, on va nous l'expliquer là-dedans. Il y a la consultation des menus en fonction des saisons et des occasions qui est intéressant. Donc, si vous voulez préparer, par exemple, un menu de Pâques, alors on va vous suggérer quoi servir. Mais bien entendu, encore une fois, c'est un produit assez français. Donc, des fois, il y a des suggestions de repas qui vont être un peu intrigante ici pour le Québec. Alors, ça sera des expériences dans ce cas-là. Il y a aussi des variantes pour chacune des recettes. Donc, justement, si vous avez un menu, on vous propose quelque chose et que c'est plus ou moins intéressant, vous pouvez regarder quelles sont les variantes. Alors, ça, c'est intéressant. Il y a aussi toute une section qui est conseils techniques. Donc, par exemple, on explique comment accorder, encore une fois, les mets avec les vins, cuisiner avec les épices, cuisiner avec les herbes. On vous explique chaque herbe à quoi elle sert. On a des termes, par exemple, sur, la mode de cuisson. Qu'est-ce que c'est, tel type de mode de cuisson. On explique quels sont les produits indispensables à avoir dans notre cuisine, aussi bien au niveau de l'équipement qu'au niveau des aliments. On parle également de la disponibilité des produits au fil des mois. Encore une fois, bon, ça correspond pas tout à fait à ce qui est ici au Québec, mais bon, avec la mondialisation, ça se ressemble avec ce qu'on retrouve en France. Il y a bien sûr des tableaux d'équivalence, unité métrique et impériale, donc ça c'est bien. Et les recettes de base, là, les sauces, béchamel, bouillon de bœuf, les pâtes brisées et ainsi de suite. C'est 40$, donc c'est quand même abordable et c'est intéressant si on est novice en cuisine et si ça nous intéresse. Alors c'est quand même un bon produit. Et maintenant, nous on va parler de caméscope numérique avec Maxime Plante, qui en a évalué 4. Cette portion d'émission vous est présentée par Info Unique, le détaillant en informatique, en électronique et le centre de services de la région de Québec, qui depuis plus de 12 ans mérite la confiance des particuliers et des entreprises. Info Unique, un partenaire de choix pour vos besoins de la nouvelle ère digitale. Bonjour Maxime. Salut François. On va parler ensemble de caméscope numérique, aussi bien de l'entrée de gamme, milieu, haut de gamme. On en a beaucoup à présenter aujourd'hui. Avant, on va peut-être démystifier un peu encore l'univers des formats là, de médias. Oui. Premièrement, on a les médias et on a aussi les formats d'enregistrement. Donc, le média, c'est le format de la cassette et le format d'enregistrement, c'est le format de données qui va être mis sur la cassette ou le DVD. C'est certain qu'aujourd'hui, on a des caméscopes qui enregistrent sur des DVD-R ou des DVD-RAM. Donc, c'est des DVD qui sont un petit peu plus petits que la moyenne, mais ça reste un DVD. On a aussi dans les cassettes, évidemment, on a le mini-DV qui est le format traditionnel numérique. On a le D8. Donc, on peut enregistrer, dans le fond, sur des cassettes A8 qu'on avait avant, mais on enregistre en DV à ce moment-là sur des cassettes 8 mm. Et on a, qui est apparu depuis tout récemment sur le marché, le micro MV de Sony, qui est une toute petite cassette sur laquelle on va enregistrer du MPEG-2, donc comme sur le DVD. Donc, ça nous fait deux catégories d'enregistrement, de format d'enregistrement sur le média. On a le MPEG-2 sur les DVD et sur les micro MV, et le DV qui est sur des cassettes mini DV et sur des cassettes A8. Et là, ce qui arrive, c'est que les gens se disent, est-ce qu'il y a une différence entre ces deux formats d'enregistrement-là? Oui, il y a une très grosse différence. Le mini-DV, c'est davantage professionnel, c'est fait pour l'édition, tandis que le MPEG-2, c'est fait pour la diffusion. Quand on regarde la télévision numérique ou qu'on regarde un DVD, ce qu'on voit, c'est du MPEG-2. Donc, c'est un format qui est très compressé, c'est pas optimisé pour l'édition. Donc, quand on se retrouve dans des conditions d'éclairage faibles, on va voir des artefacts de compression qui arrivent dans l'image. C'est certain que si c'est sur un disque DVD, c'est plus compressé que sur la cassette micro MV de Sony, qui est à 12 mégabits par seconde. Donc, elle a quand même un meilleur débit, donc une meilleure qualité que le DVD. Mais ça reste que c'est pas aussi bon que du mini-DV qui est en DV25. Et même si on prenait une cassette mini-DV d'un format domestique, on a quelque chose qui est comparable au format professionnel, parce que si tu regardes ici, derrière moi, j'ai une caméra professionnelle DVC Pro, et ça ici, c'est un adaptateur qui nous permet de prendre la cassette mini-DV domestique, de la placer dans un lecteur professionnel, par exemple, on va pouvoir le lire. Donc, c'est vraiment la même technologie qu'on a dans le domestique qu'on retrouve dans le professionnel. Si on parle des coûts des médias, je pense que c'est exact de dire que plus la cassette est petite, plus elle est chère aussi. Oui, plus c'est cher. Tu vois, pour le micro MV, présentement, c'est certain que ça vient de sortir. Les cassettes sont à peu près à 20$, comparativement à 6$ et quelques là, pour le mini DV. Donc, on a une bonne marge de prix. Si on va aller vers les nouvelles technologies, il faut s'attendre à payer plus cher. Bon, parlons maintenant des modèles de caméscope qu'on a ici à présenter. On va commencer avec un modèle de Canon qui est de l'entrée de gamme, c'est le ZR70MC, qui est bon fin de ligne actuellement, donc environ 1500$ à peu près. Là. Dans sa gamme, pour à peu près 1200$, c'est un très bon caméscope. C'est le
c'est le plus gros de sa série, malgré que Canon en a au-dessus de ça. C'est un caméscope qui est très simple d'utilisation. On n'a pas à se soucier de la technique quand on utilise ça. On peut le placer facilement en mode complètement automatique. Et puis, on va avoir les contrôles de magnétoscope qui sont illuminés. Il nous avertit de l'enregistrement par des bandes sonores. On n'a pas de bague d'ajustement, on n'a pas de bague de mise au point sur l'appareil. Donc, c'est certain que quelqu'un qui voudrait une bague de mise au point, ben là, il n'est pas bien servi avec ça, mais quelqu'un qui s'en soucie pas, lui, de la mise au point, qui veut toujours travailler en mode automatique, il n'y a pas de problème. On a une carte SD, donc c'est très compatible avec les appareils photo numériques et les lecteurs de cartes qu'on peut avoir sur l'ordinateur, si on veut prendre des photos. Oui, il va peut-être le mentionner, hein, ces caméscopes-là offrent de plus en plus cette fonctionnalité-là et ça remplace absolument pas un appareil photo numérique parce que les capteurs sont pas faits pour ça, là. Ça remplace pas les appareils photo numériques. Toutefois, sur des modèles comme le TRV-50 de Sony, on a un flash. Donc, ça nous donne des photos qui peuvent être de bonne résolution pour Internet. C'est pas une résolution qui est intéressante si on veut imprimer. Mais si on veut simplement publier les photos sur Internet, on peut utiliser le flash sur le TRV-50, ça va nous donner une bonne qualité d'image. Et je dirais que si l'appareil, si le caméscope n'a pas de flash, à ce moment-là, la qualité des photos va être vraiment médiocre. Donc le TRV-50, le quotidien, justement, c'est à peu près dans le même ordre de prix, là, parce qu'on parle des modèles là, qui sont entre 1200 et 1500 Lui est un petit peu plus cher, parce que là, on arrive dans le Sony. Et puis Sony sont réputés pour avoir plein de connectivité et de choses techniques sur l'appareil qui fait qu'on peut le brancher avec à peu près n'importe quoi. Par exemple, celui-là est Bluetooth, donc tu peux aller sur Internet et même vérifier tes courriels avec ça si tu as un réseau Bluetooth à la maison. Là, on a un écran LCD de 3.5 pouces comparativement à 2 pouces et demi sur le Canon. Et on a aussi la bague de mise au point manuelle qui est sur l'appareil si jamais on veut s'en servir. Donc, les gens qui voudraient faire une utilisation plus technique, vraiment ceux qui sont maniaques de la technique, là, iraient plus vers les caméscopes de Sony. Et lui a aussi le viseur couleur et il enregistre celui-là comme le Canon en mini DV. Là, tu parles que c'est un système qui permet d'aller sur Internet. C'est un caméscope. Là. Comment on fait pour aller sur Internet avec ça? Là? Eh bien, tu vois, c'est très simple. Il s'agit de le mettre en mode network. Bon, qu'est-ce que ça va donner d'aller sur Internet avec un caméscope? Ben, présentement, je vais t'avouer que je dirais pas que ça donne grand-chose. Toutefois, une entreprise, par exemple, je pense à des évaluateurs d'assurance qui doivent descendre au garage, aller prendre des images d'un véhicule qui a été accidenté et envoyer ces images-là quelque part dans le bureau. Ils pourraient se les envoyer par courriel. Mais à part ça, à la maison, je pourrais pas dire que ça sert à grand-chose de pouvoir aller vérifier ses courriels avec son caméscope. On va parler maintenant là, du Sony IP55, oui. Justement celui qui utilise le format micro MV, oui. Qui lui, bon, on parle de plus de 2000 $ comme modèle. Évidemment, ça fait très gadget, très high-tech. Alors, parle-nous-en, c'est beau. C'est beau, c'est un très beau caméscope. C'est léger, ça fait penser au vieux caméscope 8 mm à film là, qu'on tenait comme ça. Toutefois, encore beaucoup plus petit. On a un écran LCD de 2 pouces et demi. C'est un beau caméscope, on a un flash intégré. Toutefois, on enregistre sur la cassette micro MV. Donc, on n'enregistre pas un mini DV. Le mini DV, comme je disais, c'est à 25 mégabits de bande passante, tandis que le micro MV a un maximum de 12 mégabits. Donc, on a une moins bonne qualité d'image, surtout dans des conditions d'éclairage faible. On sait que quand on tourne dans le temps des fêtes et puis on est à l'intérieur, l'éclairage n'est pas très fort. Donc, ça va donner des artefacts. Et puis, c'est pas un format qui pourrait être monté. Donc, quelqu'un qui voudrait seulement regarder ça, c'est simple, mais ça reste un bel appareil, sauf que personnellement, pour monter et garder la vidéo à long terme, c'est pas un appareil que j'achèterais. C'est plus pour quelqu'un qui veut épater la galerie, finalement. Oui, c'est un très bel appareil. Les gens le regardent, c'est certain. Les 3 premiers modèles qu'on a présentés étaient des modèles à 1 CCD, donc un capteur. Oui. Le prochain, qui est celui de Panasonic, qui est le DVX100. Là, on parle de 3 CCD. Là, on parle d'une autre catégorie. C'est plus du. C'est une autre catégorie. C'est, disons, un utilisateur domestique très, très passionné pourrait se l'offrir. Les gens dans le commercial, les gens dans le semi-professionnel et même certains professionnels vont se l'offrir parce que là, on entre dans une nouvelle ère avec les caméscopes numériques. C'est certain que ça, c'est un caméscope numérique à 3 CCD. Ça va nous donner une plus grande profondeur de couleurs. Les couleurs vont être beaucoup plus riches qu'avec les caméscopes qu'on vient de voir, mais là, c'est un caméscope qui coûte 5 500 $. Donc, on change de gamme complètement. Sauf que ce que Panasonic nous offre ici, c'est la possibilité de faire du 24p. Qui est le terme qu'on utilise dans le milieu, ou du 24 images progressives par seconde. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est tout simplement que on va donner à l'image le look d'un film. Donc, quand on regarde un film, ça n'a pas le même
look d'image que si on regarde une vidéo, par exemple. Parce que la vidéo est à 30 images par seconde, mais 30 images, ou plutôt 60 images entrelacées. Donc, on a 30 images composées, si on veut, tandis que là, on avait vraiment des images progressives, pleines. Donc, c'est comme si on avait un film 35 mm. J'ai pris des images avec ça et les gens qui regardaient ça n'en revenaient pas. Ils disaient, voyons, ça se peut pas que ce soit de la vidéo parce que ça a l'air d'un film. Mais même pour des cinéastes amateurs, c'est le genre de choses très pratiques. Ah oui, oui, oui. Donc, Panasonic entre dans une nouvelle ère. Il ouvre le marché. C'est certain que dans les années à venir, on va voir des caméscopes qui vont avoir ces fonctionnalités-là, mais en plus, qui vont probablement être HDTV. Mais Panasonic a fait une belle révolution en permettant aux gens de tourner en 24 frames progressifs avec ça. C'est un caméscope qui a des fonctionnalités professionnelles. On a les white, on a 6 scènes qu'on peut programmer sur le caméscope. On a un beau viseur couleur bien défini, il est gros. Donc, c'est un appareil qui offre beaucoup de fonctionnalités professionnelles. Même moi, je suis assez conservateur, puis je suis plutôt porté à aller vers des appareils comme ça pour travailler, mais celui-là m'a vraiment impressionné. On a le zoom, évidemment, qu'on peut travailler avec l'index et le majeur. On a aussi un zoom à 3 vitesses sur la poignée supérieure. On a une qualité de son qui est relativement bonne et c'est un enregistrement qui est aussi en mini DV sur l'appareil. Donc, on utilise encore là la même petite cassette mini DV là, que j'ai glissée tantôt ici dans l'adaptateur pour le DVC Pro qu'on utiliserait dans les caméscopes domestiques. Bien, merci beaucoup, Maxime. Ça me fait plaisir. Si on possède un caméscope numérique, on peut s'improviser réalisateur et faire comme Luc Fortin, c'est-à-dire présenter des chroniques virtuelles à micro.info. C'est ce qu'il fait cette semaine en poursuivant son exploration des logiciels de cartographie. Le prochain logiciel que je vais vous parler, il s'agit de Mappoint 2002 ou peut-être connaissez-vous Streets and Trips 2002 ou la dernière version Streets and Trips 2003. Quelle est la différence entre les trois? C'est que Mappoint est intégré à la suite Office. On trouve à l'intérieur du logiciel des banques de données sur des populations, exemple entre New York et Montréal. Pour faire des tableaux Excel, vous générez des tableaux qui seront ensuite importés dans la suite Office. Par contre, le reste des données sur la recherche des rues ou sur les points d'intérêt est exactement le même que dans Streets and Trips. Ce sont des logiciels qui sont utilisés dans l'Amérique du Nord. Si vous voulez utiliser les mêmes fonctions côté Europe, ben c'est le logiciel Microsoft Autoroute que vous devrez choisir. À quoi ça sert Streets and Trips? Ben, c'est pour générer des itinéraires entre un point de départ et point d'arrivée. On parle de point, soit une adresse civique, un centre d'intérêt ou tout simplement une localisation GPS. Alors, je peux brancher un GPS, dire ramène-moi à la maison, trouve-moi l'itinéraire le plus rapide entre les deux. C'est très performant aux États-Unis parce qu'à l'intérieur du logiciel, en plus de toutes les rues, les adresses et ces choses-là, on retrouve aussi une grosse banque de données sur les restaurants, les magasins, les métros, les hôtels, les stations d'essence. Donc, si on fait un itinéraire, je prends un exemple, Montréal-New York, on pourrait savoir quelle station d'essence sera à la prochaine sortie, des choses comme ça. Évidemment, au Canada, ben, on a un petit peu moins d'informations. Par contre, Québec, Montréal, Toronto, centre-ville, l'information est quand même assez adéquate. Mais quand on commence à s'éloigner, on arrive dans Charlebourg-Nord, secteur Saint-Jérôme, ben, la banque de données commence à être plus pauvre. Les stations-service ne sont pas tous là. Il manque des restaurants, même à certains coins, il manque des rues. Je prends l'exemple de Laval, il y a des quartiers qui ont été développés depuis 7 ou 8 ans. Et il manque des rues, des sections de rues complètes sur ces rues. Alors, c'est un peu moins performant. Évidemment, quand on est aux États-Unis, on a des avantages sur le logiciel. C'est qu'entre autres, si vous faites un itinéraire, exemple, Québec, Floride, vous pouvez avoir la possibilité d'aller sur le net, télécharger les zones de construction. Donc, si jamais il y a de la construction entre votre itinéraire, le logiciel pourrait vous proposer des routes alternatives pour éviter ces zones de construction. Plus on s'éloigne des banlieues, ben, de moins en moins on retrouve d'informations. Sûr qu'on a dépassé Saint-Jérôme et qu'on s'en va vers Mont-Laurier. Après Mont-Laurier, il n'y a plus rien, c'est complètement gris. Par contre, il y a des villes comme exemple Santerre, quand j'ai allé dans mon voyage de chasse, à l'intérieur de la ville de Santerre, on retrouve les rues, mais aussitôt qu'on quitte Santerre, ça devient complètement gris, comme si on était rendu au pôle Nord. Fait que c'est un manque au point de vue de ça. Il n'y a plus de lac, il n'y a plus rien. C'est comme si c'était une boule en métal. Mais pour les fonctions qui sont urbaines, centre-ville Québec, centre-ville Montréal, c'est excessivement précis. C'est facile de brancher un GPS, on n'a qu'à le brancher dans le port-série. Automatiquement, le logiciel va le détecter et ensuite, on est capable de faire nos progressions de nos itinéraires. Exemple, on s'en va au centre-ville de Québec, on veut savoir quand est-ce qu'il faut tourner, bien le logiciel va nous dire la prochaine rue rencontrée, ça va être laquelle, la telle. Et ensuite, on aura juste à tourner à gauche ou à droite sur le boulevard mentionné dans le logiciel.
Une des fonctions qui est intéressante, c'est qu'on peut faire une exportation papier de notre itinéraire, un peu comme les gens de TripKit du CA auparavant. Par contre, vous le faites à la maison. Alors, vous pouvez partir et suivre sur votre feuille de papier les progressions. OK, dans 800 mètres, on tourne à gauche, dans 600 mètres, on tourne à droite, on arrive à telle autoroute, on doit prendre telle sortie. Ça devient très plaisant de pouvoir suivre notre itinéraire comme ça. Par contre, si vous êtes équipé d'un Pocket PC, la version Pocket Street du logiciel, qui s'installe en même temps que notre logiciel sur notre ordinateur, il s'installe en même temps sur notre agenda électronique si on lui demande, est très performante parce qu'on peut prendre les cartes qu'on a faites directement dans notre ordinateur et les télécharger dans notre Palm pour suivre la progression. Si notre Palm est en plus jumelé avec un GPS, ben là, ça devient le fun parce qu'on suit la carte déroulante directement sur notre Palm avec notre GPS dans l'auto. Alors, c'est vraiment le fun. Par contre, la version Pocket Street, vous pouvez aller sur Internet et télécharger des villes. Je donne un exemple, vous pouvez aller chercher Londres, Paris, New York ou plusieurs villes canadiennes et les mettre directement dans votre agenda. Je prends l'exemple de la ville de Montréal. Je ne sais pas, par exemple, c'est où le mille de la Gauchetière. J'ai fait une recherche et il va me dire exactement c'est où ainsi que les rues avoisinantes. Alors, ça me permet d'être en plein centre-ville et d'avoir une genre de carte électronique, savoir, bon, mais là, mon prochain rendez-vous est à tel endroit, où suis-je, quelle distance est-il entre mon point présent et l'autre point où je dois me rendre. Si vous êtes intéressé à vous procurer ces logiciels, vous n'avez qu'à consulter notre site web, les liens s'y retrouveront. C'était la chronique virtuelle de Luc Fortin à Laval. Yves Larouche nous a rejoint pour discuter de l'échelle de la compagnie Macromedia, qu'on connaît très bien parce qu'elle nous a livré des échelles comme Flash, Dreamweaver et ainsi de suite. Alors bonjour Yves. Bonjour. Macromedia a aussi fait l'acquisition de l'échelle au cours des dernières années et HomeSite en est un de ceux-là. La version 5 est parue récemment. Peut-être nous parler un peu, c'est quel type de logiciel ça, HomeSite? HomeSite, c'est un logiciel qui permet de faire des pages web, de créer des documents HTML ou des documents ASP ou tous les documents qu'on peut mettre sur Internet. Et c'est de quel niveau ce logiciel-là? C'est un niveau intermédiaire à avancé. Il faut connaître le HTML. Faut connaître ça avec on code habituellement. C'est les personnes qui vont coder habituellement avec des notepads ou en texte vont être à l'aise avec ce logiciel-là. Parce que bon, c'est le genre de logiciel où on a toutes sortes de fonctions avec des raccourcis sous forme d'icônes, de menus, d'assistants là. Ouais, c'est ça. C'est pour assister les personnes qui connaissent déjà le codage HTML. On va coder en HTML, puis avec ça, ça va être des assistants qui vont nous permettre d'intégrer toutes les tags et les propriétés qu'on peut mettre sur des tags facilement. OK. Et évidemment, il y a différentes catégories de logiciels de ce type-là. Il y en a une où c'est des logiciels de type WYSIWYG qu'on appelle. C'est-à-dire que ce qu'on fait, on le voit à l'écran au fur et à mesure, qu'est-ce que ça donne. Et ceux qui sont non WYSIWYG, ça, c'est à quelle catégorie il appartient? C'est non WYSIWYG, on va développer en mode texte et on va avoir un autre onglet où on va pouvoir voir ce que ça donne comme résultat, mais on ne pourra pas l'éditer directement. OK. Si on parle des fonctions de base rapidement que tous ces logiciels-là ont, on va regarder comment HomeSite les utilise. D'abord, bon, l'insertion d'une image, c'est classique. Alors, comment ça fonctionne? On clique tout simplement sur l'icône pour insérer une image. L'image s'insère à l'endroit où ce qu'on désire. Puis, en cliquant sur l'icône, on va avoir un assistant qui va apparaître. On va pouvoir entrer les propriétés de l'image comme on veut les avoir sur la page web. Au niveau de l'insertion d'une table, par exemple, parce qu'on sait qu'on sur les sites web, on utilise beaucoup de tables. Est-ce que c'est un assistant cette fois? Oui, c'est encore un assistant quand même assez intéressant, qui est puissant mais facile d'utilisation en même temps. On va tout simplement rajouter des colonnes, rajouter des rangées. On peut aussi faire des row spans et des call spans pour ceux qui connaissent un petit peu le langage. OK. Bien sûr, on a besoin soit d'insérer des hyperliens, donc des liens vers d'autres pages ou même d'autres sites. Alors, je présume que c'est très simple. Encore là, c'est très très simple. On écrit notre texte qu'on veut mettre en lien. On sélectionne ce texte-là. On va cliquer sur l'icône pour créer un hyperlien. On va avoir un petit assistant encore une fois qui va nous permettre de rentrer ou même de naviguer jusqu'à la page qu'on veut avoir un hyperlien. Qu'on va cliquer sur OK, l'hyperlien va se créer automatiquement. Bon, bien sûr, ça, c'est des fonctions de base, mais il y a des fonctions avancées dans ce logiciel-là. Si on parle des fameuses feuilles de style qu'on utilise depuis quelques années, ce qu'on appelle en anglais les Cascading Style Sheets, les CSS. Comment c'est intégré dans ce logiciel-là? C'est un petit logiciel qui est intégré avec HomeSite qui s'appelle TopStyle. C'est un petit logiciel qui nous permet d'éditer les styles. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, premièrement, c'est convivial et on va pouvoir sélectionner les propriétés par rapport au navigateur pour lequel on veut développer ou le standard pour lequel on veut développer. Par exemple,
le HTML4 ou Internet Explorer 5 ou 6 ou Netscape ou Opera. Il y a aussi une banque d'effets de script. Mais ça, bon, c'est gadget, là. Ouais, c'est très gadget. Je dirais que c'est un petit peu pour tester les scripts, pour voir un peu comment ça peut fonctionner, puis s'initier à ça. On peut avoir des scripts de base comme simplement faire un dégradé de couleur de fond de page web. Quand on rentre sur une page web, il y a un dégradé qui se produit. C'est des gadgets. Et les images en coordonnées, là, ce qu'on appelle les image maps, l'assistant est très puissant ici. Hein? Oui, on ouvre tout simplement l'image qu'on veut. On veut mettre les coordonnées dessus. On peut sélectionner soit un cercle, soit un carré ou une forme quelconque. Puis on veut tout simplement tracer les coordonnées qu'on veut et associer avec ça l'hyperlien qu'on va passer par-dessus sur l'image. On va avoir ce lien-là. Il y a aussi beaucoup d'assistance directe dans cette échelle-là pour les gens là, qui ont justement besoin de conseils au fur et à mesure de vérification. L'une qui est intéressante, c'est le masquage de code, ce qu'on appelle le collapsing. Peut-être nous en parler, parce que ça, c'est très pratique si on a des très grosses pages web. Quand on a beaucoup de tags, puis qu'on a des grandes pages web, une des fonctionnalités intéressantes, justement, le masquage de code, nous permet de prendre, par exemple, une table, puis tout le regrouper sur une seule ligne. Sur un petit bouton. Sur un petit bouton qui va dans le fond décharger la page, puis on peut garder simplement tout ce qu'on a de besoin. Là. Il y a aussi des outils de nettoyage du code, de validation du code, enfin. Oui, on va pouvoir faire du nettoyage de code, on va pouvoir faire de l'indentation. Le logiciel peut indenter automatiquement notre code HTML, puis faire de la validation aussi pour nous dire on va créer un TD, il nous manque le code de fermeture, le /TD. Le logiciel de validation va pouvoir nous dire qu'il manque cette tag-là. OK. Donc ça, c'est environ 150$ ce logiciel-là. C'est concurrentiel à ce qui existe sur le marché. L'autre logiciel qu'on va parler, c'est Contribute. Là, il faut le positionner parce que ça, c'est un logiciel qui est difficile à cerner au départ. Ouais, faut savoir à quoi ça sert exactement. C'est un logiciel tout simplement qui va nous permettre de développer un site web en tant que développeur, qui va nous permettre aussi d'avoir des personnes autour qui ne connaissent pas le HTML nécessairement, mais qui vont pouvoir venir nous aider à mettre du contenu sur la page web. OK. Donc, ça permet de faire le pont entre ceux qui développent et ceux qui ajoutent du contenu. Mais comment ils font ça? Est-ce que c'est des systèmes d'intranet, si on veut, on pourrait dire? C'est un peu le principe d'intranet, où on va définir des mots de passe et des accès selon ce qu'on veut donner comme possibilité à nos usagers. On va avoir des développeurs qui vont développer une page web, on va dire par exemple, je veux que tel contributeur puisse éditer le texte, tel autre contributeur va pouvoir rajouter une nouvelle page, on va pouvoir définir les droits d'accès comme ça. Donc, exemple, mettons, on veut faire ensemble un site sur Pâques. Toi, tu es la personne qui développe toute l'architecture du site. Moi, je veux faire des articles sur les chocolats de Pâques. Donc, tu vas me donner vraiment accès juste à la création d'articles. Ça va être très limité, mais moi, comment je vais faire pour rentrer le contenu? Ça me prend le logiciel aussi, ça? Oui, c'est la personne qui développe va avoir besoin du logiciel pour créer l'outil d'administration et chaque contributeur va avoir besoin du logiciel pour avoir accès en modification à chaque site. OK. Donc ça, c'est une solution assez unique en son genre parce que c'est quelque chose d'assez récent et ça fonctionne bien. Oui, ça fonctionne très bien. C'est pour les personnes qui ne veulent pas nécessairement développer des grosses solutions avec des bases de données, du ASP, du PHP, des choses comme ça. Ça donne une solution très conviviale, qui est simple, qui est facile d'utilisation. Parce que dans le fond, on peut développer presque tout en HTML à ce moment-là. On peut développer en HTML, on peut développer avec du ASP ou du script. On est capable de protéger notre code ASP. On peut forcément modifier le bout de code qui est éditable. D'accord. Ça coûte environ 150$ aussi, donc c'est une solution intéressante de Macromedia. Merci de nous l'avoir présenté, Yves. Ça fait plaisir. Maintenant, moi, je vous parle du segment Affiché au pixel qu'on vous présentait à l'instant. Je vous renseigne là-dessus parce qu'on a des prix qu'on va faire tirer prochainement. On a reçu 4 certificats cadeaux du Centre NAD, encore une fois. C'est des week-ends d'initiation, soit à Softimage XSI ou 3D Max. On en a 4 à faire tirer, donc participez en grand nombre et regardez les images de la semaine. Affichez vos pixels vous est présenté par le Centre national d'animation et de design. Au Centre NAD se côtoient depuis 10 ans les professionnels de l'imagerie numérique d'aujourd'hui et les artisans de demain. Ouvrez l'œil sur les informations professionnelles les plus complètes de l'industrie. Contactez-nous pour une visite guidée. Affichez vos pixels se veut une vitrine pour les artistes québécois de l'imagerie numérique. Voici les créations de la semaine.
Pour obtenir des informations additionnelles ou soumettre des images, écrivez à l'adresse suivante. Rayman 3 paru récemment sur GameCube, Game Boy Advance, est maintenant disponible sur PC, Xbox et PlayStation 2. C'est un très bon jeu. On vous invite à le découvrir avec Benjamin Haddad de Ubisoft, qui est le producteur du jeu. Et ensuite, Patrick Derry de Micropile fait sa critique du jeu, ainsi que d'un jeu similaire qui a pour nom Vex. Benjamin Haddad, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez présentement sur Rayman 3, Hoodlum, Avoc. Alors, parlons d'abord de ces fameux Hoodlums. Qui sont-ils? Alors, c'est justement, Rayman va devoir découvrir qui sont ces Hoodlums, d'où viennent-ils et pourquoi sont-ils là. Il y a vraiment une histoire beaucoup plus développée que dans les précédents épisodes de Rayman et on va laisser la surprise aux joueurs, mais effectivement, on a toute cette armée qui débarque dans le monde de Rayman. Et il va falloir savoir d'où ils viennent, pourquoi sont-ils là, que nous veulent-ils, enfin résoudre toutes ces questions existentielles. Il va aussi falloir soigner Globox, qui est l'ami de Rayman, qui va vraiment suivre Rayman partout, parce que Globox, sans le vouloir, a avalé le chef des méchants, le roi des Hoodlums. Et donc on va d'abord passer un bon moment à savoir, à essayer de soigner Globox et ensuite à résoudre ce problème. Qui sont-ils, d'où viennent-ils et que nous veulent-ils? Justement, vous ramenez Globoz, donc des personnages familiers aux gens qui aiment la série Rayman. Quels autres personnages vont refaire des apparitions? On va avoir pas mal de nouveaux personnages en fait dans Rayman 3. On a voulu faire une sorte de coupure. On a gardé Globox parce que Globox c'est vraiment un icône de la série de Rayman 2 et maintenant de Rayman 3. On va retrouver les petits êtres, tous les petits rois petits êtres qu'on avait vus avant, ainsi que pas mal de nouveaux petits êtres. On va même voir des petits êtres fantômes qu'on va aider dans l'aventure. Et on va découvrir tout un panel de nouvelles créatures complètement originales, qui vont, j'espère... Qu'est-ce qu'on peut dire au niveau de la jouabilité? Bon, dans le premier Rayman, on ramassait des looms, donc on avait certaines directives. Ici, comment vous avez développé le jeu? Alors, une des forces de Rayman, c'est d'avoir un personnage très agréable à manier, avec énormément de capacités. Donc, pour Rayman 3, on a toujours toutes les capacités qu'on pouvait avoir dans Rayman 2, plus un retour au point. C'est-à-dire que maintenant, le Rayman retrouve l'usage de ses points, qu'il peut utiliser de façon différente, et il peut aussi avoir des nouveaux pouvoirs. On peut découvrir des nouveaux pouvoirs dans le jeu. Donc Rayman va pouvoir trouver des bonus qui vont lui donner des nouveaux costumes et des nouvelles capacités qui vont lui permettre à la fois d'être plus efficace en combat, mais aussi plus efficace dans les séquences de plateforme. On peut aussi dire que si on a voulu mettre l'accent comme ça sur les pouvoirs offensifs de Rayman, c'est aussi parce que l'une des innovations majeures de Rayman 3 est d'avoir des véritables séquences de combat avec beaucoup d'ennemis. Tous les Hoodlums ont leur propre comportement. Ils savent interagir entre eux, ils savent interagir avec l'environnement, ils savent utiliser des véhicules, ils agissent vraiment en fonction les uns des autres et on a vraiment voulu appuyer sur les séquences de combat pour avoir quelque chose de vraiment assez complexe dans ce type de jeu. Donc on aura vraiment un bon mix. Qu'est-ce qu'on peut dire des différents environnements qu'on va pouvoir explorer? Alors on va vraiment voyager dans toute la croisée, ce qu'on appelle la croisée des rêves, le monde de Rayman. On va avoir presque 9 environnements différents. Ça va de la classique forêt raymanienne, mais cette fois vous verrez, elle a vraiment pris un coup de jeune. On ira s'enfoncer dans les profondeurs des Deadlands. On ira au fin fond de la montagne, tout en haut d'une montagne. On explorera un volcan. On ira voir carrément l'endroit où sont fabriqués les Hoodlums. Ça, je vous en dis pas trop comme ça pour garder la surprise. Mais on va vraiment voyager dans des environnements très très différents, avec chacun leurs propres animaux, leur propre faune, leur propre flore.
Enfin voilà, quoi, pas de nouveaux environnements. Merci beaucoup, Benjamin. Je vous en prie. Et oui, bien sûr, bienvenue en direct des arènes de Clairefontaine. Une Rayman s'apprête à sauter le côte des Woodlands. Patrick Derry, bonjour. Bonjour François. On va parler ensemble d'un genre qui est présent sur toutes les consoles, celui des jeux de plateforme. Le premier jeu dont on va parler s'appelle Vex et lui est disponible depuis peu sur toutes les consoles. Oui, c'est un jeu qui nous vient d'Acclaim. C'est un jeu qui est de plateforme, tout ce qu'il y a depuis traditionnel, qui pose un grand nombre de conventions qu'on voit dans les jeux de plateforme en 3 dimensions depuis Mario 64 en 1996. Ce qui est intéressant de Vex, et ce qui est vraiment pas habituel de la part d'Acclaim, c'est que c'est un emballage qui est extrêmement soigné. Bon, à défaut d'être énormément original, on va y revenir là-dessus plus tard. Tout ce qui est cinématique d'introduction, la présentation, les sons, l'animation des personnages, la petite histoire qu'on a pris la peine de construire au travers de ça, c'est quelque chose à laquelle on a apporté énormément de soin. Si on parle du personnage comme tel, Vex, qui est-il et dans quelle situation est-il plongé? Bon, c'est difficile à identifier comme personnage. C'est une espèce de croisement entre un nain, un vampire et une affaire avec des favoris. Mais bref, Vex, son village est attaqué par une peuplade de méchants qui leur veulent bien du tort, en compagnie de son grand-père Vargas avec qui ils défendent le village, se font capturer, se rebellent, Vargas meurt au cours de cette rébellion, puis finalement, Vex parvient à s'échapper et en s'échappant, finit par mettre la main sur un artefact extrêmement puissant qui est une espèce de paire de gants magiques avec des griffes. Et ça va permettre à Vex d'explorer toutes sortes de niveaux. Donc, c'est un jeu prétexte, encore une fois, à l'exploration. Oui, tout à fait. Donc, c'est un jeu qui est très vaste et ça, c'est quelque chose qui vient avec la plupart des jeux en 3 dimensions, les jeux de plateau en 3 dimensions. C'est un jeu qui est axé sur l'exploration. Donc, on se promène, on n'a pas de but on a des directives ou des objectifs à atteindre, mais on n'a vraiment pas de précision sur comment qu'on doit les atteindre. Donc, quelqu'un qui recherche une expérience de jeu un peu plus linéaire va peut-être trouver que parfois c'est extrêmement déroutant, un petit peu comme Mario 64 pouvait l'être à certains moments. Quelqu'un, par contre, qui compte sur l'exploration, qui aime prendre son temps, qui aime ça découvrir, va trouver que c'est une approche qui est intéressante. Parce que dans chaque niveau, on doit retrouver certains artefacts comme des cœurs et ça va permettre de débarrer des barrières et d'aller dans d'autres niveaux. Exactement. Dans d'autres types, on va avoir des sous, d'autres des rubis. Là, Vex, c'est son propre type d'artefact. Il s'agit d'en collectionner un certain nombre pour pouvoir passer à une autre étape et une autre étape, et ainsi de suite. Et d'un point de vue technique, est-ce que le jeu est bien réalisé au niveau de l'environnement? Oui, c'est un jeu dans l'ensemble qui est bien réalisé, l'univers évolue en fonction du jour et de la nuit, donc on voit l'environnement qui change un peu. Niveau graphique, c'est bon, les contrôles, ça se fait bien aussi. Il y a plusieurs mouvements qui sont possibles avec le personnage, et on peut soit aller dans l'eau, on peut aller dans les hauteurs. C'est des niveaux qui sont très très vastes, qui sont explorés. Donc, d'un point de vue technique, c'est très intéressant. Simplement qu'au niveau originalité, ça n'apporte que peu. Donc, si vous aimez vraiment le genre de jeu-là, vous allez vous y retrouver, vous allez être heureux parce que c'est quand même très très vaste et il y a une panoplie d'objectifs à réaliser. Par contre, si vous recherchez une expérience nouvelle, à ce moment-là, vous êtes mieux de parler de ce côté-là. Justement, si on cherche un jeu qui est tout aussi nouveau et dans le même genre, qui est peut-être plus intéressant, c'est Rayman 3, Au-delà Mavok. Alors, on va peut-être resituer la série Rayman qui a fait connaître Ubisoft. Oui, Rayman, ça fait quand même un bon bout de temps qu'on l'a, et ce qui est assez particulier de cette série, c'est qu'elle a fait son apparition, les premières consoles, c'était d'abord sur le Jaguar, le 3DO, la Sega CD et la Sega Saturn. C'était les 4 consoles dans l'ordre, donc c'était assez particulier. On ne voulait peut-être pas dire que c'était promis un brillant avenir. Pourtant, c'est un jeu qui a connu une certaine popularité, il était commercialisé sur ordinateur, sur PlayStation, c'était un jeu dans 2 dimensions à l'époque. Puis finalement, en 1998, aux surprises, Rayman 2 arrive, sort à peu près en même temps que Donkey Kong 64 sur la Nintendo 64, puis prend tout le monde par surprise avec vraiment un jet de fraîcheur sur les jeux de plateau en 3 dimensions. Des 2 forces principales, bien évidemment le graphisme, qui est absolument phénoménal, puis ça va au-delà de la technique, c'est un jeu qui est simplement bien illustré, bien designé. Puis la façon dont il se joue, c'est qu'on réussit d'être dans un univers dont on a l'impression d'être vaste, mais on n'est jamais perdu parce que le jeu nous guide un peu malgré nous. Puis finalement, Rayman est publié sur Dreamcast, sur PlayStation 2, sur PlayStation 1, sur Game Boy, en tout cas fait des petits, puis finalement on en a eu une tonne de versions. Et là, Rayman 3 arrive avec une nouvelle aventure qui, on doit encore le rappeler, tout en français, aussi bien les voix, le texte, tout ça. Alors, ça c'est bienvenu. Qu'est-ce qui se passe cette fois?
Bon, ce qui se passe, c'est que c'est toujours le même univers. C'est encore l'objectif pour Rayman de capturer des lumes, c'est ce qui lui donne son énergie. Puis on est dans le royaume des petits êtres. Là, ce qui se passe, c'est que le compagnon de toujours de Rayman, qui s'appelle Globox, avale un lume noir. Et un lume noir, c'est extrêmement méchant. Et ça, c'est le moteur de toute l'aventure. Le méchant dans l'histoire s'appelle André. Donc, Rayman doit lutter contre André qui, lui, veut absolument veut beaucoup de tort à Rayman et lui en veut beaucoup de toujours scraper ses plans. Si on parle des environnements dans lesquels on va évoluer, du type de jouabilité, c'est classique à ce qu'on a connu. Hein. Oui, on se trouve en terrain inconnu pour Rayman, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on se contente pas de... Bon, on reprend la formule qui est déjà connue, c'est-à-dire c'est toujours le même... C'est un jeu en 3 dimensions, et encore une fois, on n'est jamais perdu, on sait toujours où est-ce qu'on s'en va, mais pourtant, ça nous semble toujours être vaste. C'est très bien géré de ce côté-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que la grande qualité de Rayman 2, c'est qu'il était original par rapport aux autres jeux de plateau, et c'est le même cas pour Rayman 3. C'est que on rajoute de nouvelles choses. Il y a des costumes que Rayman va porter qui vont lui donner un certain nombre d'habiletés. Il y a des nouveaux tableaux qui sont assez psychédéliques dans une espèce d'univers, des tableaux musicaux qui sont dans un univers disco un peu. C'est assez difficile à décrire. Il faut vraiment le voir. Après ça, il y a différents costumes, on en a parlé, différents mouvements. La façon dont les boss, les maîtres à la fin de chaque tableau vont être vaincus, ça aussi c'est quelque chose qui est différent, qui est original, c'est pas répétitif. En même temps qu'est paru Rayman 3 sur GameCube, est paru Rayman 3 sur Game Boy Advance. Et là, peut-être parler aussi de cette version-là, qui peut interagir avec l'autre. Oui, c'est au niveau du jeu lui-même, Rayman 3, lui c'est pas un jeu par exemple qui se distingue au niveau de son originalité, mais c'est pas nécessairement ce que la clientèle de Game Boy recherche, et surtout pas pour les jeux en 2 dimensions. Par contre, c'est un jeu qui graphiquement est absolument phénoménal pour la console. À chaque fois, c'est surprenant de voir ce que la Game Boy Advance peut réaliser. C'est même gênant pour d'autres développeurs de jeux sur la Game Boy Advance, que franchement, le niveau graphique est vraiment excellent. Fait que c'est encore un jeu de plateau, c'est la même formule, c'est la même trame que dans Rayman 3. Donc, le box avale un lume noir et c'est ça qui est le moteur de l'histoire. Maintenant, ce qui est particulier, c'est ce qu'on va voir de plus en plus, c'est l'interconnectivité entre la Game Boy Advance et la GameCube. Donc, en complétant la version Game Boy Advance, on peut rajouter un paquet de choses dans la version GameCube, et l'inverse est aussi vrai. Et même à partir de la version GameCube, on peut télécharger des niveaux sur la Game Boy Advance, et ça, c'est presque immédiatement. On n'a pas besoin d'avoir complété le jeu pour le faire. Puis, en plus de ça, il y a certains jeux qui vont se jouer parallèlement sur la GameCube et un participant sur la Game Boy Advance. Fait que ça, c'est quelque chose qui est intéressant qu'on retrouve là-dedans. Peut-être mentionner en terminant que Rayman 3 est aussi disponible maintenant sur d'autres consoles. Oui, effectivement, il va être disponible en fait d'ici quelques jours sur PlayStation 2 et sur Xbox également. Donc, c'est vraiment quelque chose qui vaut le détour. Vous allez voir, à prime abord, on se retrouve dans un univers connu, mais c'est encore surprenant de voir ce qu'on peut faire au niveau du graphique. Mais même, c'est un jeu qui est très, très graphique. Puis c'est un jeu qui je suis pas un amateur particulièrement du jeu de plateforme, mais la façon dont ce jeu-là est bâti, il nous donne le goût de jouer, le goût de continuer et découvrir qu'est-ce qu'on a fait dans ce jeu. Merci, Patrick. Plaisir, François. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, le centre multimédia. Salle de jeu en réseau, simulateur de course, Internet haute vitesse, le tout dans une ambiance du tonnerre. Maintenant, 2 centres pour faire éclater vos sens à Sainte-Foy et à Beauport. Dream City, mon monde. Cette semaine, nous allons encore vous parler de jeux de rôle sur la console PlayStation 2. Nous avons un 5e titre à vous proposer parce qu'il y en a en plus sur cette console. Cette fois, on est avec Daniel Lucchesi. Bonjour Daniel. Bonjour François. Alors, on est gâtés si on aime les jeux de rôle. Il y en a beaucoup à se mettre sous la dent. Et les deux qu'on va parler ce soir, c'est quand même des titres intéressants qui ne vont peut-être pas lâcher de Xenosaga, qui est peut-être le titre de l'hiver à se procurer. Breath of Fire 5, Dragon Quarter. Parle-nous d'abord de cette série-là. Bon, ça, c'est une série qui a commencé au Super Nintendo. Donc, le premier épisode a été fait par Squaresoft. Et ensuite, on a enchaîné avec Capcom qui a pris la relève. Ça a continué sur Super Nintendo, épisode 2. On est allé sur PlayStation et on est enfin sur le PlayStation 2. Si on parle de l'univers dans lequel on évolue, du scénario, c'est peut-être le point faible du jeu en partant, là. Oui, exactement. La présentation est très faible. On commence au début, on sait presque pas ce qu'on fait. Donc, ça va être au cours du jeu de découvrir justement ce qui se passe. Mais il n'y a pas beaucoup d'éléments. Les dialogues ne sont pas parlés. Donc, ça devient presque une lacune maintenant dans un jeu, les dialogues pas parlés. Parce que tous les jeux, finalement, on entend les personnages qui parlent. Autre point faible, peut-être, c'est la durée de vie du jeu. Donc, déjà en partant, ça va pas bien, là. Oui, c'est un point faible, mais en même temps, le jeu demande à être recommencé, là. Finalement, il y a des éléments de l'histoire qu'on va voir seulement si on recommence le jeu 2 fois ou 3 fois. Donc, il y a quand même un point positif là-dedans. Donc, c'est environ 15 à 20 heures pour un joueur
assez bon. Pour passer le jeu une première fois. Là. Oui, exactement. Bon, on a assez parlé des points négatifs du jeu, parlons au moins des points positifs. D'abord, sur le terrain, lorsqu'on se promène, c'est quand même intéressant, on voit les ennemis. Oui, on voit les ennemis. En plus, on a la possibilité de leur lancer des appâts. Donc, on va pouvoir attirer les ennemis dans un coin du donjon et on va pouvoir soit les prendre par surprise ou simplement les éviter si on veut pas combattre. Ça nous donne des bonus aussi pour les attaques. Oui, exactement. Les ennemis vont avoir des handicaps dans les combats. Parlons des combats maintenant comme tels. C'est quoi le système ici? Ça fonctionne avec des points d'action. Donc, on commence avec un certain nombre de points d'action qui s'épuisent au fur et à mesure où on fait des actions. Donc, on peut bouger, on peut attaquer et toutes ces actions vont vous allez devoir de points. Oui, exactement. Vous allez devoir utiliser vos points et dépendant de la force de l'attaque, ça va prendre plus de points. Et vous pouvez aussi les conserver pour le tour d'après. Donc, si vous voulez faire une attaque plus puissante. Le sous-titre du jeu, c'est Dragon Quarter, donc on fait beaucoup référence aux dragons dans ce jeu-là. Et parmi-nous, dans les combats, il y a un élément là, qui fait appel à ça. Oui, depuis le début des Breath of Fire, finalement, l'intérêt du jeu, c'est de se transformer en dragon. Mais dans Breath of Fire 5, ils ont apporté un point intéressant. Donc, on a une espèce de jauge qui se remplit au fur et à mesure où on fait des attaques en dragon. Donc, une attaque très puissante va demander beaucoup de points. Et quand le compteur va se rendre à 100, donc la partie est terminée, vous vous transformez en dragon et c'est game over. Donc, oui, c'est assez intéressant. Là. Ça devient assez stratégique. Donc, de ne pas utiliser notre habilité de dragon contre les petits monstres au début. On est mieux de se garder ça pour la fin. Au niveau technique, c'est encore un jeu qui utilise la fameuse technique de graphique de cel shading, dont on entend beaucoup parler. Donc, cette animation cartoon. Est-ce que c'est bien réussi? Bon, ben, c'est un genre qui commence à être assez populaire et ça se ressemble tout le temps. Mais Breath of Fire a un petit style spécial, je vous dirais. Les personnages ont des belles émotions. Donc, quand on a des zooms dans les figures, là, on voit vraiment là, les émotions tristesse. Quand les personnages sont contents, là, ça se reflète très bien. Du côté des graphismes en général, je vous dirais, dans les donjons, c'est un peu vide. Étant donné que c'est des donjons aléatoires, on peut pas mettre le paquet. Donc, parfois, c'est vide. L'autre jeu dont on va parler, c'est Duck Hack Infection, qui est assez particulier. Bon, ça vient de Bandai, alors une compagnie qui fabrique beaucoup de jouets japonais, entre autres de robots. Bon, on connaît les séries, surtout de dessins animés. Là, vous arrivez avec quelque chose, un concept très novateur sur PlayStation 2. Hein? Oui, exactement. Le Duck Hack, c'est un jeu qui est tiré d'une série télévisée au Japon. Donc, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui joue à un jeu massivement multijoueur. Donc, comme tout le monde joue maintenant sur Internet. Donc, le personnage va être vraiment dans l'histoire et le personnage d'un de ses amis va mourir dans le jeu et son ami, par le fait même, va tomber dans le coma. Donc, notre personnage va essayer dans le jeu d'aller trouver la solution à cette énigme, finalement, comment est-il tombé dans le coma. Et ça, c'est le premier épisode d'une longue série qu'on va avoir très rapidement. Oui, exactement. Les jeux vont sortir, le prochain s'en vient en mai, donc l'épisode 2, ça va être très rapide. On veut compléter ça rapidement. Et c'est des jeux qui sont quand même assez courts, donc on peut vraiment se mettre dans l'histoire. Et en plus, il y a un DVD de 45 minutes qui vient avec, et c'est un film. On doit le regarder avant de jouer au jeu pour se mettre vraiment dans l'histoire. OK, c'est les prémices du jeu comme oui, exactement. Un manga, tout ce que tu finalement, je pense que c'est un des épisodes de la série télévisée. OK. On va en avoir 6, donc faut aimer ce genre-là, parce que c'est un simulateur de jeu de rôle massivement multijoueur. Il y a des éléments qui se retrouvent dans ces véritables jeux-là. Donc, comment ça a été intégré? Ben ça, c'est un jeu, premièrement, qui est fait pour ceux qui n'ont pas le modem, finalement, du PlayStation 2. Ceux qui veulent jouer hors ligne, ils ont la possibilité ici de jouer contre des ordinateurs et ça ressemble vraiment à un vrai jeu massivement multijoueur. Donc, vous avez la possibilité de recruter des personnages dans votre équipe. Donc, vous allez dans les villes et vous leur demandez simplement leur adresse email. Vous leur envoyez un mail pour leur demander et s'ils veulent ou s'ils sont en ligne, bien, vous allez pouvoir les avoir dans votre équipe et vous allez pouvoir passer les donjons avec eux. Il y a un système de courrier électronique, donc ça c'est bien intégré. Si on parle de la technique du jeu, l'aspect technique là, au niveau, c'est peut-être ce qu'il y a de moins réussi. Ouais, ben on peut quand même personnaliser un peu les personnages, mais il n'y a pas de grandes possibilités. Donc on peut pas vraiment personnaliser au maximum notre personnage comme dans un vrai jeu massivement multijoueur où là on part de rien et on se construit notre personnage. Ben, ça inaugure bien quand même pour la prochaine série parce que ça fait un genre assez nouveau. Alors, oui, et puis Bandai va sûrement avoir la chance de regarder les points faibles du jeu et de les améliorer pour les prochains épisodes. Merci Daniel. Bienvenue. Nous maintenant, on va se transporter chez Dream City. On va retrouver Frédéric Gignac qui a 2 jeux à nous présenter sur PC.
Frédéric Gignac d'ArtGamers.com. Bonjour. Bonjour François. On va parler ensemble de deux jeux qui totalisent près de 10 ans de développement parce qu'ils ont été très retardés. Un qui était très attendu et qui n'a pas livré la marchandise, c'est Master of Orion 3. Pourtant, les premières critiques qui étaient parues, entre autres celle d'IGN, étaient élogieuses. Ah oui, tout à fait élogieuses, mais on faut croire qu'à force, les testeurs ont commencé à jouer plus sérieusement au jeu. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment des grosses lacunes au niveau de Master of Orion 3. Peut-être si tu es le genre de jeu que c'est un jeu vraiment de stratégie spatiale. Oui, exact. C'est un jeu qui s'adresse peut-être pas à tout le monde en quelque sorte. C'est comme un jeu d'échecs très évolué ou un jeu comme Civilization 3, entre autres. C'est vraiment des jeux de recherche, d'exploration, de développement et de guerre spatiale. Le précédent titre, qui remonte à environ 7 ans, avait été fortement critiqué parce que justement était réservé à un auditoire extrêmement connaissant, qui voulait s'investir parce que bon, ici on a encore un volume très détaillé. Est-ce que cette fois-ci, il faut être aussi connaisseur? C'est ce que je croyais à la base. Le jeu est plus complexe en tant que tel que Master of Orion 2, qui était déjà reconnu pour sa très grande complexité. Par contre, les gens chez Quicksilver ont cru bon d'ajouter beaucoup d'aide de la part de l'ordinateur pour nous aider dans notre quête de conquête de l'espace. Tellement que ça en devient même dérangeant. Parce que là, l'intelligence artificielle peut prendre en charge presque tout. Oui, exact. On peut définir en quelque sorte des cadres bien définis pour le développement de notre galaxie, le développement des planètes et tout. Mais l'ordinateur, en quelque sorte, va devenir comme votre vice-roi de chaque planète et va être capable de gérer tout le développement, l'exploration et tout. Le problème est surtout lorsqu'on décide de tout désactiver ces paramètres-là, ces ajouts-là qui nous aident dans le jeu. À ce moment-là, l'intelligence artificielle ne nous écoutera même pas et retournera à faire les mêmes choses qu'il faisait au départ. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce que l'intelligence artificielle veut faire ou ne veut pas faire, mais ce qui devient plate pour ce jeu-là, c'est que le plaisir qu'on avait dans Master of Orion 2 de tout contrôler l'univers, on le perd en quelque sorte par rapport à l'ordinateur qui, lui, va prendre les décisions à notre place. Donc, à part peut-être les très grands fans de la série, qui d'ailleurs ont sûrement réservé à acheter le jeu parce que dès sa sortie, il était numéro 1 dans les ventes de PC. Oui, c'est même surprenant d'ailleurs. C'en est surprenant pour ce type de jeu-là. Ça va être à réserver à cette clientèle-là, tout simplement. Oui, probablement que ça va avoir encore à peu près le même auditoire, mais je ne crois pas que le jeu atteigne les masses à court terme. Un autre jeu qui était très attendu, qui lui livre la marchandise et qui même surprend, c'est Freelancer. Alors, peut-être nous en parler de ce jeu? Oui, jeu développé par Digital Anvil, que les gens qui connaissent Privateer, Wing Commander, Elite, même à la rigueur, Star Lancer, tous des jeux de combat spatial, de recherche spatiale. Freelancer apporte des éléments de jeu de rôle. Je pourrais pas dire que c'est un jeu de rôle dans l'espace, mais je pourrais plutôt dire que c'est un jeu de conquête spatiale avec des éléments de jeu de rôle, en quelque sorte. Et c'est très bien balancé comme jeu. Oui. Ça, c'est ce qui fait la force. Hein? Oui, c'est un jeu qui peut-être qu'il a été longtemps en développement, mais ça aide aussi. D'un côté purement technique, le jeu il roule sur une machine genre un 500 MHz avec une TNT2, donc c'est vraiment pas gourmand. Tout le monde peut y jouer. Graphiquement, c'est superbe. C'est peut-être pas EVE Online qui sortira quand même assez bientôt, mais c'est quand même plus beau qu'un Earth and Beyond et ça peut aller pas loin du Hegemonia, là, question graphique. Alors le jeu débute comment? Là, qui on est premièrement? On est un coloniste sur une base qui se fait attaquer. On se ramasse sur Manhattan, une planète du système New York. Et là, il y a une personne qui va nous proposer de joindre à la milice qui est disponible là. Ils vont nous offrir un vaisseau, ensuite on va pouvoir faire des missions ou pas. Un peu comme Morrowind. On peut suivre l'histoire et on peut complètement passer à côté ou faire autre chose qui n'a pas rapport du tout avec la campagne. Donc, on a un sentiment de liberté dans Freelancer, peut-être pas aussi vaste que Morrowind, mais qui est quand même intéressant. Comment on progresse dans le jeu? Est-ce qu'on a des points d'expérience ou c'est un autre système? C'est surtout un système de réputation. Oui, il y a de l'expérience en quelque sorte à mesure qu'on monte dans le jeu, mais ce qui est surtout important, c'est la réputation qu'on a vis-à-vis de différents groupes. Donc, mettons, les militaires, la police de tel et tel système spatial, mettons, les pirates, des syndicats de fermiers qui ramassent des matériaux dans l'espace. Donc, notre réputation est vraiment dynamique en fonction des missions qu'on fait et qu'on ne fait pas, ou des vaisseaux qu'on attaque ou qu'on n'attaque pas. Là où l'élément RPG vient vraiment jouer, c'est au niveau du vaisseau. On a tous le même personnage, mais nos vaisseaux sont tous différents. Donc, on peut acheter à peu près une quarantaine de vaisseaux qu'on va pouvoir mettre à notre goût, acheter des armes à notre goût, etc. Donc, on peut avoir beaucoup de plaisir là-dessus et toute la possibilité.
au niveau du contrôle. Alors, comme c'est un jeu inspiré de ce style-là, on pensait tous que ça se jouerait avec une manette de jeu. Et surprise, c'est avec la souris et le clavier. Oui. Est-ce que ça répond bien? Oui, ça répond très bien. Il y a beaucoup de joueurs qui étaient déçus de ne pas avoir de contrôle de joystick pour pouvoir y jouer. Mais avec le clavier souris, ça joue aussi bien qu'un first-person shooter. Et j'ai été très surpris. La maniabilité est parfaite. Est-ce que c'est un jeu qui va avoir une bonne durée de vie? Je dirais la campagne solo, c'est à peu près un 20-30 heures si on suit la campagne. Le mode multijoueur peut prendre environ 30 heures avant qu'on commence à se tanner. Mais si vous voulez vraiment pousser à fond et aller au maximum du mode multijoueur, vous pouvez aller vous chercher un 60 heures de jeu facilement. Il faut peut-être en parler en terminant de ce fameux mode multijoueur. Oui. Il est très intéressant. Hein? Oui, ça peut rouler avec un serveur dédié un peu à la manière des jeux massivement en ligne. Donc, quelqu'un peut héberger sa partie. Ça prend vraiment pas beaucoup d'espace. Ça prend pas beaucoup de bande passante surtout. Et on peut héberger jusqu'à 128 joueurs sur une partie. Donc, 128 joueurs, si votre serveur est dédié et qui roule constamment, vous avez carrément un serveur de jeu massivement en ligne, à de quoi rendre jaloux à des jeux comme Earth and Beyond et EVE Online, où j'ai rarement vu plus de 150 personnes en même temps. Donc ça, c'est vraiment un jeu, un must à essayer. C'est une belle découverte. Oui, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé ce jeu-là. Le démo est disponible si les gens veulent l'essayer. Merci, Frédéric. Merci, François. Nous vous invitons maintenant à visiter le site web de micro.info où vous trouverez toutes nos émissions en format Real Video, des liens et des compléments concernant celles-ci, des articles de fond, un forum de discussion et un service d'annonce classé. Le site web de Micro-Info est hébergé grâce à la collaboration de Cybercat, une équipe d'ingénieurs œuvrant depuis plus de 5 ans dans le développement d'applications web et Palm OS pour les entreprises, et de Linux Québec Technologies, une firme avant-gardiste qui œuvre dans le domaine de la réseautique. Voilà, c'est ainsi que se termine cette autre édition de Micro.info. J'espère qu'elle vous a plu. Nous allons laisser sur les images du jeu Red Dead Revolver de Capcom qui paraîtra plus tard cette année. C'est un jeu de western. Au revoir. Les éléments de décor ont été gracieusement fournis par Flymeuble et les équipements informatiques par Info Unique.